Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce 15e épisode du podcast des racines aux étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, cette semaine, c'est une semaine généreuse pour le podcast puisque je vais vous diffuser 2 épisodes. Donc déjà, dans cet épisode, on va faire un voyage au cœur du loup, sa médecine, comment le loup, depuis la nuit des temps, est vénéré par beaucoup de peuples et de traditions ancestrales, ce qu'il a pu aussi nous renvoyer en termes de peur et aussi de miroir par rapport à notre propre subconscient et ce que nous refoulons. Donc comment réintégrer la médecine du loup et ses enseignements en tant que guide pour aider notre humanité à retrouver sa part la plus libre et sauvage, tout en étant bien sûr aussi à l'écoute des besoins communautaires, de cette nécessité de coexistence. Et vous allez voir que c'est passionnant de voir aujourd'hui comment la question du loup politiquement est traitée et à quel point le loup devient un bouc émissaire d'un problème beaucoup plus vaste qui est l'abandon d'une agriculture plutôt paysanne, reliée au pastoralisme, parce qu'évidemment il n'y a pas de moyens mis en place, pas vraiment d'écoute vis-à-vis de ces petites fédérations, mais beaucoup plus pour les grandes industries qui, elles, cachent aussi de la prédation systémique organisée, où la mort de milliards d'animaux finalement est organisée, et puis beaucoup plus dommageable pour l'écologie, alors que le loup est un régulateur des écosystèmes. Ses proies de prédilection, c'est les ongulés, les cerfs, les chevreuils qui ont tendance justement à abrutir les essences qui tiennent le coup face au réchauffement climatique. Donc c'est un gardien de la biodiversité, mais aussi il a un rôle sanitaire qu'on verra dans l'épisode. Et plus personnellement, c'est un sujet qui me tient très à cœur parce que le loup aussi dans ma vie est apparu comme un animal guide qui m'a vraiment aidé à me retrouver dans ma part plus féminine, sauvage, et à écouter les besoins profonds de mon âme dans une période où je vivais à Lyon, où je faisais mes études. Et ça a été le début d'une rencontre avec mes propres parts inconscientes, pas encore mises en lumière, et il s'est manifesté de différentes façons. Et c'était vraiment très beau à vivre, donc je vais vous en parler, d'autant plus que là où je vis, donc moi je suis à Belfort, donc territoire de Belfort, on est dans les Vosges du Sud et le loup aussi est présent de nouveau depuis 2011 dans toute la région des Hauts-de-Vosges. Donc là aussi j'ai eu l'occasion de rencontrer à la fois des paysans, des personnes qui sont attachées au loup et en même temps bien conscients aussi des réalités, à savoir que la coexistence passe aussi parfois par le conflit. Donc on verra aussi l'avis des spécialistes du loup, mais moi ce qui m'intéressait vraiment dans cet épisode, c'était de voir aussi cette notion du bouc émissaire qui apparaît assez régulièrement dans des périodes où les tensions collectives, les peurs, les ombres sont tellement refoulées et pas vues qu'on a besoin de contrôler encore plus et de projeter sur un bouc émissaire tout ce qu'on ne veut pas aller intégrer, actualiser et qui demanderait justement à se transformer en nous. Donc avant c'était les sorcières, il y a eu toute une époque justement où la sorcière, un peu comme le loup, c'est la figure d'une femme libre, un peu indépendante, qu'on ne peut pas mettre dans une case, qui est reliée à la nature sauvage, qui guérit aussi beaucoup avec les plantes. Elle était aussi maître un petit peu des accouchements, donc elle faisait aussi les accouchements comme une sage-femme, donc elle voyait aussi la mort et la vie, elle était vraiment au cœur de tout ça. Elle vivait près de la forêt et elle était connectée encore au mystère, à ce qui relie finalement les forces invisibles et les forces visibles. Donc à cette époque, on interdisait par exemple les livres qu'on pouvait qualifier d'hérétiques, mais la sorcière, par sa connaissance innée, elle avait aussi finalement un côté livresque, c'est-à-dire que c'était une bibliothèque des savoirs ancestraux, un petit peu comme une gardienne, mais aussi c'est exactement pareil chez les Celtes, chez les druides,
qui à un moment ont été obligés de se transformer en prêtres pour ne pas être qualifiés de sorciers. Donc il y a beaucoup de prêtres à l'époque du Moyen-Âge qui étaient à la base juste des Celtes, des sorciers dans le sens connectés à la source, mais qui pour ne pas être persécutés ont été obligés de rentrer entre guillemets dans les rangs. D'ailleurs, dans le prochain épisode, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec un Celte en chair et en os qui justement pratique encore et puis qui va nous parler de cette culture et médecine ancestrale. Mais voilà, que ce soit la sorcière, le loup, l'hérétique ou parfois même l'étranger, parfois on a besoin de ce support à l'extérieur jusqu'à le voir cramer sur un bûcher pour intégrer collectivement quelque chose qu'on n'arrive pas à canaliser en nous. Là, en l'occurrence, avec la femme, c'était la gardienne du feu sacré, qui au final était un miroir face à une morale de l'Église à l'époque, qui avait complètement finalement perdu la connexion à son propre feu sacré, qui, ne sachant pas le canaliser depuis l'intérieur, était obligée de partir en conquête, en croisade, et d'asseoir toujours plus un pouvoir dominant à l'extérieur, parce que le feu n'était pas véritablement au service du bien commun. Mais revenons présentement à nos moutons, ou plutôt à Canis lupus, qui est le nom latin du loup gris. Alors, l'histoire du loup avec l'humain, c'est 20 000 ans de coexistence quand même. C'est bien avant même le néolithique, le néolithique qui représente le moment où les peuples finalement ont commencé à s'installer, à se sédentariser et où on commençait à créer des frontières finalement entre nature sauvage et culture, où on commençait à avoir des bêtes d'élevage et là déjà le loup en fait venait parfois se rapprocher un petit peu des villages. À ce moment-là, le loup n'était pas du tout vu comme un ennemi. Au contraire, c'est celui qui aboyait, donc qui pouvait signaler aux humains qu'il y avait des intrusions d'animaux peut-être même plus dangereux, comme l'ours par exemple. Voilà, d'autres bêtes sauvages qui pouvaient venir attaquer. Donc le loup était apprivoisé. D'ailleurs, moi je descends d'une lignée du côté de ma maman. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère était encore en roulotte et ma grand-mère dessinait souvent des loups parce que donc dans la famille en fait on adorait les loups et dans les sociétés nomades qui sont encore au contact du vivant, des éléments en fait, l'idée du clan c'est un peu une idée aussi où chacun a sa place parce qu'on a besoin de tous et il y a une forme d'autorité naturelle qui se fait. On n'est pas dans la question du mal alpha et il y a même des expériences qui ont montré que les soi-disant mauvais comportements du loup, sa férocité, son côté agressif envers les autres, cette tendance à vouloir dominer toute la troupe, mais de manière virulente, ça se fait surtout si les animaux sont en cage, si les loups sont mis en cage. Mais s'ils sont dans leur élément, naturellement, il va y avoir plutôt un reflet d'une meute où domine la loyauté, l'esprit vraiment de communauté avec vraiment une force dans l'unité, avec la conscience que chacun a sa place. Il y a un côté très protecteur aussi des parents vis-à-vis des louveteaux. Et puis bien sûr, il y a aussi une capacité d'acuité des sens extrême. Ils savent voir dans la nuit, ils savent écouter très très loin, donc l'ouïe est très développée. L'odorat aussi. Donc vous imaginez comme le loup pouvait au contraire être un animal frère vis-à-vis des peuples qui ne s'étaient pas encore sédentarisés, un petit peu comme un modèle. Et aussi dans les traditions autochtones, chez les Amérindiens, le loup est vraiment même presque divinisé. Il serait, dans la roue amérindienne, le dernier animal, comparable aussi, vous savez, aux 12 signes du zodiaque. Donc on a cette idée que l'âme sur Terre va traverser des initiations
Et pour ça, elle peut être guidée aussi par des forces, des énergies, avec aussi des facultés qu'on retrouve dans certains animaux. Donc on va avoir tout au long de notre expérience de vie l'opportunité de les intégrer, soit dans leurs énergies hautes, plutôt dans leur qualité, ou soit dans leurs ombres et de les vivre de manière basse et les subir. Donc il y a toujours un peu le loup noir et le loup blanc, tout comme il y a dans chaque animal des facultés incroyables à intégrer et d'autres qu'on peut mal vivre. Et justement, eh bien, le loup, un petit peu comme le poisson dans les signes du zodiaque, qui est le dernier de la chaîne des animaux qu'on va rencontrer tout au long de l'année et au niveau collectif, dans les énergies collectives, le loup, c'est aussi le gardien de notre voyage sur Terre, puisqu'on est seulement en voyage et on est censé se métamorphoser aussi après notre mort. Donc le loup serait vraiment celui qui vient libérer l'humanité de ses chaînes quand elle tombe dans l'illusion et qu'elle veut finalement être autre chose que sa nature véritable, quand elle s'éloigne de sa source primordiale. Donc le loup est vraiment le rappel, ce gardien de notre mémoire originelle et de cette psyché originelle pour nous rappeler les besoins de notre âme. Donc là, je trouve ça passionnant finalement de se rendre compte qu'à un moment où on n'a jamais autant développé les progrès technologiques, où on croit tout savoir, maîtriser les marchés économiques, créer de plus en plus d'assistance en fait numérique, technologique, eh bien on n'a jamais été aussi analphabète de nos profondeurs. Et justement en fait le loup, il nous reflète cette capacité à la fois d'intégrer l'instinct, donc cette écoute de notre voix intérieure, et de nous guider aussi dans nos décisions, de faire confiance dans cette intuition profonde qui parfois veut remonter et qui nous pousse aussi à faire des choix qui peuvent paraître irrationnels vis-à-vis de la société, du système. Même si on est de plus en plus solitaire parfois, ou même si on n'est plus en tribu, il y a toujours au fond de nous cette mémoire de la tribu, cette notion d'appartenance au clan qui fait que souvent on va prendre des décisions mais qui vont être régies complètement par des loyautés inconscientes à des schémas traumatiques de nos ancêtres, ou au contraire complètement coupées de nos besoins biologiques et d'une intelligence relationnelle, dans une sagesse ancestrale ancrée dans le vivant et dans le sauvage, et pas coupée non plus de la spiritualité, présente aussi chez l'animal au point que le loup est quasiment divinisé partout dans les différentes civilisations du monde. Dans la Grèce antique, Apollon Lykéios, il n'est pas seulement un dieu des arts, il était un dieu loup, protecteur de la lumière et des cités, et donc aussi gardien des troupeaux. En Égypte, sous les traits d'Upu-Aout, il était celui qui ouvre les chemins, un guide indispensable pour les passages, les transitions de la vie. Et le loup, c'était vraiment celui qui voit et qui perce avec son regard dans l'obscurité pour montrer le chemin. On a aussi en Asie centrale le loup bleu céleste Bortecino. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais dans la cosmogonie mongole, il s'unit avec une biche, Guamaral, qui symbolise, elle, la terre. Et donc ce couple, cette union, serait à l'origine du peuple de Gengis Khan. On a aussi la louve Leto, qui, elle, aurait enfanté Apollon et Artémis. C'est pas rien quand même. Apollon, le dieu du soleil. Et Artémis, c'est la déesse justicière, justement des forêts, de la nature, des animaux sauvages, et des plus vulnérables, les femmes et les enfants aussi. Donc, pour vous dire à quel point c'est d'actualité, de faire renaître aussi ces archétypes dans nos sociétés qui aujourd'hui non seulement ne protègent pas ces publics vulnérables, cette pureté, cette innocence de l'enfance, mais qui en plus facilitent finalement des systèmes de prédation organisés, que ce soit sur l'animal, que ce soit sur l'enfant à travers l'accès aussi à des réseaux de pédocriminalité, mais aussi par un système judiciaire qui ne prend pas en compte les plaintes. Donc ça va très très loin dans cet abandon de la femme, l'enfant, l'animal qui sont censés être couvés et protégés par la société. Même dans la mythologie romaine, on a aussi cette louve qui donne le sein aux jumeaux fondateurs, Rémus et Romulus. Donc là encore, il y a une dimension protectrice, nourricière de la louve. Donc il y a une forme de loyauté, mais qu'on finit par subir.
sans jamais remettre en question ses conformismes. Donc à ce moment-là, le loup peut vraiment apparaître dans notre vie, par l'esprit, vous pouvez voir souvent des images de loup, mais vous pouvez aussi pratiquer une méditation consciente pour demander à l'esprit de cet animal de vous guider si vous êtes dans une période où vous vous posez beaucoup de questions sur la route à prendre, sur certaines envies au fond de vous, mais entre le désir et le passage à l'action, il y a ce fameux gouffre qui fait qu'on reste dans un entre-deux, parfois qui est très mortifère pour la partie la plus vitale, la plus vivante de nous, celle de l'enfant intérieur. Donc, par exemple, imprimer une photo d'un loup et vous posez le soir avant de vous coucher avec une bougie et méditer en fixant les yeux du loup avant de vous endormir, posez les questions et laissez voir ce qui peut apparaître en rêve ou le lendemain quand vous vous réveillez. Vous pouvez vous retrouver très inspiré justement par cet esprit de l'animal qui va vous apporter des réponses clés et je dirais même plus des énergies. Moi, je vais vous raconter comment le loup s'est manifesté, mais c'était vraiment aussi à travers les rêves. Et le lendemain, il y avait quelque chose d'énergétique qui avait complètement changé ma vibration. Donc, ça passait même plus par l'intellect, le rationnel. C'est comme si il y avait mon âme qui avait aussi repris les commandes grâce à cette rencontre énergétique au cœur de la nuit qui est aussi reliée à la lune, à la partie la plus inconsciente de nous-mêmes, donc qui peut aussi dénicher des trésors et des ressources insoupçonnées. Donc les qualités sociales, sensorielles et spirituelles de cet animal, elles vont vraiment être utiles à l'humain pour nous aider à retrouver un équilibre entre notre besoin de liberté, d'indépendance et en même temps de rester aussi en lien avec une forme de communauté. L'idée aussi, quand on intègre la médecine du loup, c'est vraiment d'aller faire des voyages dans des territoires inconnus de notre propre inconscient. Cette idée un petit peu du loup qui parfois désespéré hurle à la lune parce que dans ses souffrances, dans ses nuits noires de l'âme, il cherche des réponses. Et elles ne sont pas visibles à l'œil nu, donc ça demande vraiment d'aller creuser au fond de nous, dans nos propres patterns, aussi dans des dynamiques qui pourraient nous pousser à des comportements de psychopathes, au fond, de le voir pour le transmuter et pour purifier notre lune en fait, pour qu'elle s'unisse justement à cette dimension plus solaire. Et c'est à partir de ce moment-là, quand le loup vagabond en nous, il est allé explorer avec honnêteté aussi, en regardant ses ombres en face, en regardant ses pulsions, en les prenant dans ses bras un petit peu, en écoutant aussi cette part de l'enfant intérieur, que là, il va ramener sa propre médecine à la meute. Donc ça peut aussi, c'est l'archétype du teacher, de l'enseignant, ça peut aussi être un archétype très présent chez les thérapeutes, les enseignants, parce qu'il y a cette idée, un petit peu comme Chiron, le thérapeute blessé, qu'on retrouve aussi dans notre thème astral occidental. Quand on regarde où est notre Chiron, ça nous donne aussi un petit peu un renseignement sur quelle est notre part blessée qu'on a à dépasser et à quel point aussi cette blessure peut être une zone de génie incroyable parce que quand on ose l'embrasser pleinement, même si on reste imparfait en soi, eh bien en fait on retrouve une forme d'humilité et c'est dans cette humilité que le divin peut nous abreuver en fait de sa puissance. Donc c'est en avançant quand même avec cette conscience de notre impuissance et de nos fragilités, de cette vulnérabilité, de toutes ces peurs, peur du rejet, peur de l'abandon, de l'humiliation, en avançant quand même, en se disant parfois que le message est plus important que le messager, c'est là qu'on récolte en fait. Donc voilà, c'est vraiment aussi cette force et ce courage que nous donne le loup, et ça peut prendre aussi des années, un peu comme un loup peut parcourir des kilomètres avant de trouver un nouveau territoire et de bâtir, de créer de nouveau sa meute. Parfois aussi avant de trouver notre propre meute, ça peut prendre du temps, mais aussi le retour à la connexion sociale est essentiel parce que c'est ce qui va nourrir l'âme. Dans la médecine non intégrée du loup, ça peut aussi donner des personnes qui sont un petit peu aigries de l'humanité. Donc si on n'a pas été vidé un peu cet inconscient, eh bien, ça peut pousser aussi à des débordements qui vont devenir emprisonnants
où finalement on va tomber dans des comportements addictifs, dans des formes de pathologie ou d'enfermement sur nous-mêmes. Donc là, c'est le moment où l'ego, finalement, il s'enferme sur lui-même, où le seul problème finit par venir de l'extérieur. Donc on est dans le triangle bourreau, persécuteur, victime, où finalement, là, on a un loup qui n'est juste que la victime, à la fois de son propre subconscient, parce qu'il n'ose pas aller le voir, et puis en même temps, victime d'un monde complètement fou allié. Donc dans ce mal-être profond, finalement, il y a une forme de difficulté d'incarnation parce qu'on n'accepte pas le monde tel qu'il est. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'engager pour l'améliorer, mais là, on parle vraiment d'un isolement à l'extrême, d'une forme d'aigreur qui finit par nous pourrir à l'intérieur, du fait de se rejeter soi-même, donc d'avoir en permanence aussi en face un monde qui nous rejette. Alors que le loup va nous aider justement à oser embrasser notre unicité, cette part complètement différente, ce miroir de notre âme presque immaculé pour nous inviter vraiment à l'incarner. Et en acceptant pleinement qui nous sommes, et bien là, on va naturellement magnétiser à nous aussi, un peu comme une famille d'âmes ou sa tribu, et trouver des alliés sur notre route en fait, des alliés sacrés où il n'y aura même pas besoin de s'imposer comme un mâle alpha, hein, ça se fait plus dans l'humanité, le côté compétition, on le retrouve beaucoup aussi en politique ou dans les entreprises, mais dans la meute du loup, ça se fait de manière, je dirais, naturelle, où chacun va trouver sa place. On a le couple alpha, et puis ensuite vous avez un loup oméga qui va plus être le challenger, le loup bêta, voilà. Et chacun finalement met sa main à la pâte entre guillemets. Mais ça demande à se prendre d'abord en main soi-même. Et comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc cette partie du loup solitaire, ça serait plus prendre le temps en fait de voir ce qui nous appartient, guérir ce mental enfermant pour revenir plutôt à une intelligence plus organique, comme le loup, pour embrasser pleinement ses facultés sensorielles et extrasensorielles, qu'on pourrait relier aussi à la clairvoyance, à ce troisième œil en fait qui voit vraiment dans la nuit et au-delà des voiles de l'illusion de la matière. Donc c'est vraiment le loup qui peut nous aider un petit peu à voguer entre ces frontières de l'invisible et du visible, entre l'inconscient relié plus à cette lune, à nos émotions profondes, à nos rêves aussi. Parce qu'aujourd'hui, dans cette société, il faut bien le dire, les enfants en France, par exemple, sont finalement les moins protégés. Il y a un inceste toutes les 3 minutes. On a tellement abandonné nos propres enfants intérieurs, l'écoute de notre âme profonde, que ça se reflète aussi dans notre incapacité à protéger nos enfants, à poser des lois pour justement éviter les abus vis-à-vis d'eux. Il y a aussi une intelligence des cycles naturels. Donc là, on est encore dans la dimension de la Lune, où il y a à travers la Lune des phases cycliques qui aussi ont un impact sur la fertilité du vivant. Donc autant la femme, par ses cycles menstruels, elle est naturellement reliée à cette écoute, où elle va avoir des phases différentes et des énergies différentes. Et le loup fonctionne aussi comme ça. Les loups sont extrêmement sociables. Il y a un côté très loyal dans les relations. Hein. Ça fait partie de ces rares animaux qui entretiennent des relations monogames. Donc ils sont vraiment fidèles à une seule et même partenaire toute la vie. Je l'ai vu il y a très longtemps, hein, mais c'était cette louve qui se retrouve toute seule et on la voit triste parce que son compagnon en fait s'est fait tuer par un chasseur. Ils vont la suivre et la voir traverser plus de 10 000 kilomètres pour retrouver un territoire et recréer ensuite une meute. C'était magnifique parce qu'elle est restée en fait plusieurs jours à côté du corps en fait de son compagnon. Ça me met encore les larmes aux yeux rien que de repenser à cette scène. C'est là qu'on voit aussi la beauté de cette âme et aussi en quoi ils peuvent nous retransmettre à nouveau, j'ai envie de dire, cette beauté en fait du lien, puisque aujourd'hui, s'il y a vraiment des êtres qui ont perdu ces notions de lien, passe d'un lien à l'autre, la famille est complètement déstructurée, c'est l'humain quoi. La cellule familiale est complètement morcelée, il y a de plus en plus de divorces, on passe d'une relation à l'autre et puis on consomme quoi, on crée pas du lien sur la durée
avec aussi cette structure qui protège. On a au sein même de nos familles des loups dans la bergerie et des grands méchants loups. Donc nos enfants, au sein même de leur famille, ne sont même plus protégés. Là-dessus aussi, le loup a beaucoup à nous apprendre. Alors dans ces ombres, ça peut aussi être un excès de méfiance. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se priver de belles relations, se priver de la grâce de la relation amoureuse ou amicale parce qu'on serait trop prudent, trop méfiant, peut-être par rapport à des expériences passées. De mon côté, le loup, il est vraiment apparu aussi à ce moment-là où je devenais, je pense, une louve retranchée sur moi-même quand j'étais dans mes études à Lyon. J'avais fait des expériences un peu traumatisantes, on va dire, avec des hommes. Et puis aussi, j'étais pas du tout consciente que d'arriver sur une ville bétonnée, hors sol, après avoir passé toute mon enfance dans les forêts, dans la nature, justement au Ballon d'Alsace, dans les Vosges, avec ma grand-mère, j'avais sous-estimé à quel point ne plus avoir cette prise de terre avec le sauvage m'avait rendue malade et complètement écartée de mes désirs profonds, intimes. Et donc je faisais des études de sciences politiques avec aussi au fond de moi quand même ce rêve toujours d'être voyageuse, journaliste, grand reporter pour aller justement voir les peuples anciens. Ça c'était quelque chose que je visualisais depuis longtemps. Et puis là, je me retrouvais à faire des jobs de journaliste à Lyon qui n'avaient pas de sens du tout, quoi, parce que c'était au cœur d'un système très superficiel où je couvrais des événements qui étaient finalement pas intéressants, qui faisaient pas vibrer mes cordes intérieures. Et j'avais cet appel de partir en voyage. Et je me rappelle le jour où j'ai rêvé d'une aventurière, d'une exploratrice. D'ailleurs, j'en parle dans mon roman que j'avais commencé, un peu comme mon double, qui vraiment a cette âme de voyageuse libre. Et elle m'a parlé dans la nuit. Et il y avait derrière elle un loup, en fait. Et ce qui est fou, donc, c'est que quand je me suis réveillée, je me suis pas vraiment posé de questions. C'était vraiment énergétique, quoi. C'était juste clair et net que j'allais partir en voyage. Donc, le premier voyage que j'ai fait comme ça, un petit peu sur le coup de l'impulsion, ça a été dans un centre de méditation où je suis partie jusqu'en Thaïlande, dans le nord de la Thaïlande, près de la jungle, pour méditer pendant presque 2 semaines. Où là, on fait aussi un travail puissant au niveau du subconscient. Il y a beaucoup de choses qui remontent dans le silence, hein. Quand on n'a plus de téléphone, quand on peut plus vraiment disperser, se distraire en parlant aux autres. Et il y a eu ensuite ce voyage en Palestine et en Israël, où là j'avais envie de voir aussi comment ça se passait d'être sur les territoires aussi occupés de Palestine. Et il y a eu, au moment d'obtenir mon diplôme, quand j'ai su que j'avais mon diplôme de sciences politiques, là j'avais un grand vide devant moi et le loup est revenu en rêve. Et bon, ça s'est traduit par une rencontre par hasard, le soir, pas très loin de chez moi, avec un poète un peu excentrique, je dirais, dans le sens où il n'est pas dans le centre conformiste, mais il avait beaucoup voyagé. Il m'a montré des tableaux chez lui où il avait ramené des pigments de différentes terres du monde et il peignait avec, c'était juste magnifique. Et il écrivait des poèmes et là il avait écrit un poème sur la Syrie. Parce qu'il y avait la guerre à ce moment-là, hein, c'était en 2013. Et je lui dis, tu sais, je voulais faire un voyage, mais je savais pas où partir. Ce que je vais partir en autostop. Je vais pas prendre beaucoup d'argent, comme ça je suis sûre que je tricherai pas à prendre des avions, des hôtels. Et je vais essayer de parcourir à pied en autostop toute la route qui mène à la Syrie et j'irai déposer ton poème directement là-bas. Et donc ça m'a fait vraiment un objectif de voyage. Et ça, je l'aurais jamais fait en fait s'il n'y avait pas ce côté instinctif qui était revenu en moi d'écouter cette part féminine et pas raisonnable du tout de faire des choses dangereuses que sont l'autostop. Et finalement, moi, l'autostop, il y a eu 99% de bonnes choses qui me sont arrivées. Et parmi ces bonnes choses, incroyables, donc je tombe sur un routier avec des yeux bleus comme un husky, hein. Ces huskies qui ont des yeux très clairs. Et en fait, c'était non seulement un homme amoureux de sa femme, fidèle à elle, il m'en parlait avec des étoiles dans les yeux, donc il m'a complètement réconciliée avec ce côté de l'homme loyal, fidèle à sa louve. Et il avait sur son bras un tatouage avec un gros loup en fait.
Et donc il m'expliquait qu'avec avec sa femme, lui il était de Slovaquie, ce monsieur, donc on parlait en anglais. Avec sa femme, en fait, ils partaient avec leur famille. Souvent, ils se faisaient des camps, ils avaient des tentes qu'ils plantaient, ils plantaient des tipis et ils se faisaient beaucoup de camping sauvage comme ça dans la nature. Donc ils avaient une culture amérindienne intégrée à leur vie. Et ça m'a fait juste rêver. C'était un miroir vraiment de mon âme qui retrouvait sa route. Et ça m'a permis vraiment de reprendre goût dans tout. Parce que j'avais rebranché aussi complètement à mon âme grâce à ce voyage où je m'étais reconnectée à quelque chose de plus grand que moi, où là j'étais dans un flot universel où tu te laisses complètement porter. Et je dirais même que ça ouvre l'aura, ça réouvre complètement les sens, parce que quand on est dans des appartements, qu'on fait toujours un peu les mêmes chemins, les mêmes itinéraires, c'est un peu comme si on disait au corps, il n'y a pas de danger, donc t'as pas besoin d'utiliser tes sens, t'as pas besoin d'utiliser ton GPS intérieur. Maintenant, on a des GPS, il y a tout l'informatique qui nous mâche le travail, donc on n'utilise plus tout ça. Mais quand on repart dans des voyages un peu comme ça en tant qu'explorateur, on réveille vraiment cette médecine du loup qui nous redonne cette foi en fait dans l'instant présent, dans l'inconnu. Et là, en l'occurrence, c'était encore plus beau parce que j'ai vraiment raccroché aussi à cette sagesse des peuples autochtones grâce à cette rencontre. Et puis en même temps, qui m'a montré que c'était tout à fait possible de vivre dans ce monde moderne, mais de garder ce lien en fait aux sagesses et aux modes de vie ancestraux, quoi. Donc ça a été le début pour moi d'un grand réveil de ce côté-là. Quelque chose que nous renvoie le loup, à savoir que lui, sa structure familiale, elle est béton. Quand on tire pas sur le père ou sur la mère et qu'on ne disperse pas la meute, c'est une meute soudée. Ils sont à peu près 5 à 11 loups en meute. Ils fonctionnent très très bien, même au niveau de la chasse. Leur proie traditionnelle, ça va être les chevreuils, les cerfs, les sangliers. Sauf qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chasseurs aussi qui leur volent ces proies de prédilection. Donc quand ils sont naturellement en meute, ils vont chasser plutôt ces proies-là que les ovins et les bovins près des fermes. Moi, ça me fait aussi halluciner de voir qu'on s'en prend au loup, alors qu'il n'a pour le moment... On n'a pas d'exemple de loups qui ont attaqué des humains, en fait. On a plus de chiens errants qui peuvent causer vraiment de graves blessures jusqu'à la mort d'humains, les attaquer. On a aussi des chasseurs qui blessent les promeneurs en forêt. Entre 1999 et 2019, il y a eu 410 personnes tuées à cause d'accidents de chasse en France. Donc, le chasseur humain, avec son fusil, il fait plus de dégâts même sur les humains que les loups qui n'attaquent pas l'humain. En fait, les spécialistes le disent. Un loup a très bien intégré dans son ADN, c'est transmis à la meute aussi, que l'humain est dangereux. Donc, avec des tirs d'effarouchement, c'est beaucoup plus efficace que de tuer justement un leader de la meute, parce que les loups vont se disperser. Donc tirer sur votre ombre, elle revient au galop. Mais ce qui va se passer, c'est que là, on va déstructurer la meute. Et à ce moment-là, une meute déstructurée se sent moins en sécurité. Donc elle va aussi moins bien chasser et être susceptible d'aller plus près des proies faibles et facilement attaquables, comme les troupeaux en fait d'ovins. On va bientôt en venir aussi avec cette situation du pastoralisme en France, mais je voulais quand même terminer sur ce miroir que nous renvoie aussi le loup, sur lui, son exemple d'une famille unie, d'un équilibre entre le féminin et le masculin, représenté, incarné par le couple, et puis où chacun a sa place et sert la communauté. Donc aujourd'hui, nous, on a des systèmes qui prédatent à la fois le vivant, les forêts, les eaux, les animaux qui empoisonnent notre alimentation. On a des systèmes aussi judiciaires qui banalisent les agressions, le système prédateur dû aussi à cette pédocriminalité occultée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affaires qui sont réellement prises au sérieux. Donc là, en ce moment, tout ça est en train de ressortir.
Et encore, on s'attaque à la prédation du loup alors que la prédation humaine fait beaucoup plus de mal. Le Sénat actuellement, il propose d'enlever au loup ce statut d'espèce strictement protégée au niveau européen pour répondre à la colère de certains agriculteurs parce qu'il y a aussi cette détresse psychologique dans les Alpes notamment. Ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus bétonné aussi, donc le loup se retranche dans les hauteurs, dans les montagnes, alors que son domaine de prédilection, c'est quand même les forêts. Donc là, il y a plus de pâturage en montagne. Donc il y a aussi une tendance à aller davantage attaquer les troupeaux. Donc si les fermes n'ont pas des moyens avec beaucoup de chiens de protection que sont les patous, avec des barrières de protection, mais aussi de la surveillance de nuit. Il faut savoir que là où il y a de la surveillance de nuit bénévole, des bergers, il n'y a pas d'attaque en fait. Et puis, autre exemple, là où il y a des ânes, ça coûte moins cher que de nourrir aussi les patous. Et puis les patous font peur aussi parfois aux promeneurs, parce que c'est des chiens vraiment virulents, très protecteurs du troupeau. Donc quand il y a des ânes, ils ont aussi une faculté incroyable à protéger les brebis. Et voilà, donc pas assez, je pense, de pédagogie, pas assez de moyens de protection parce que aujourd'hui, il n'y a pas de subvention pour la petite paysannerie. On préfère de loin subventionner les grandes industries. Je dirais même renforcer des moyens de protection. Par exemple, pour qu'on ne puisse plus avoir accès à ces zones, ces grandes fermes-usines qui parfois aussi sont rendues visibles par rapport à ce qu'elles font à l'intérieur en termes de barbarie par des associations pour les droits des animaux qui vont aller infiltrer ces lieux et montrer ce qui se passe vraiment. Parce que c'est ça aussi, c'est que le loup, lui, effectivement, quand il attaque, ça se voit. C'est un être qui se nourrit finalement pour survivre, mais il le fait aux yeux de tous. Alors que nous, on le fait en quantité astronomique, on parle de milliards d'animaux par an qui sont tués, donc animaux terrestres, et on est sur plusieurs milliards d'animaux marins. Donc tout ça, c'est quelque chose que les industries n'ont pas intérêt à nous montrer sur des paquets de jambon ou des steaks qu'on va acheter, alors que c'est du cadavre et alors que c'est des animaux qui ont juste été concentrés comme dans des camps de concentration humains où on a finalement mutilé, malmené ces êtres qui sont sentients, qui sont des mammifères aussi, comme nous, qui avaient aussi un rôle de maman. Et donc, nous, race supérieure humaine, on trouve ça normal et puis on va s'en prendre finalement à un animal qui fait ça purement par instinct, mais pas pour accumuler du profit, pour concentrer des richesses au détriment des autres en fait. Il y a beaucoup plus de loyauté et de respect des écosystèmes du loup. Donc le loup aussi, les spécialistes expliquent qu'il est précieux pour les écosystèmes. C'est vraiment le gardien de la biodiversité. On a vu par exemple dans le parc de Yellowstone qu'il y a eu énormément de lits de rivières qui ont pu renaître, de forêts qui peuvent renaître aussi parce que le loup va naturellement chasser les ongulés et on sait que les chevreuils, les cerfs, plus il y en a, plus aussi ils vont aller abrutir les petites pousses d'arbres et donc les arbres n'ont pas le temps de pousser. Il y a aussi un facteur intéressant avec la recrudescence de la maladie de Lyme. Les tiques, la présence des tiques, elle est démultipliée par la présence aussi des cerfs, des chevreuils, qui en portent beaucoup sur leur corps. Donc là aussi, les spécialistes du loup expliquaient qu'il peut avoir un rôle sanitaire, le loup, puisque naturellement, s'il peut, c'est sa proie en fait de base qu'il aime chasser. Au Canada, on parle de 60 000 loups qui sont présents en fait dans les réserves naturelles, avec au contraire justement une place valorisée, même du côté de l'Italie, dans la région des Abruzzes, donc à côté de Rome. C'est
une culture du pastoralisme qui n'a jamais vraiment disparu. Nous, on a de plus en plus de grosses exploitations avec beaucoup d'hectares. En Italie, il y a plus de petites exploitations, de fermes familiales. Donc la taille moyenne d'une ferme en Italie, c'est à peu près de 11 à 12 hectares, alors qu'en France, on est sur 90 hectares déjà aujourd'hui. Donc forcément, plus on va avoir aussi des fermes qui ressemblent à des usines, moins on va pouvoir aussi privilégier la présence humaine, les animaux dédiés justement à la protection des troupeaux. Et puis aussi, le pastoralisme a toujours été mis en valeur. Qui dit culture ancestrale dit aussi berger, dit aussi mise en valeur à la fois du berger, mais qui est intrinsèquement lié à la mise en valeur du loup. Donc on a à la fois dans cette région la présence du loup et de l'ours, avec un tissu rural beaucoup plus dense, contrairement à la France où pourtant on a quand même plus de surface sauvage, mais on a par exemple des élevages bovins. Des adultes ne protègent plus les petits veaux, donc ça devient aussi des cibles privilégiées pour les loups. Donc pour les écologues, vraiment le retour du loup, c'est le signe des retours des forêts, d'une abondance de chevreuils, de sangliers, et aussi d'une diminution de la pression humaine dans des zones reculées. Parce que plus on va bétonner, plus on va créer des surfaces habitables dans des zones sauvages, eh bien plus on va un petit peu chasser le loup qu'on appelle vers chez moi le seigneur de la forêt. Et d'ailleurs, quand on entend un petit peu les avis dans les Vosges, même si tout le monde n'est pas du même avis, il y a aussi des personnes anti-loups qu'on appelle aussi les lieutenants de louveterie qui sont un petit peu missionnés pour aller chasser les renards, chasser les loups. Eh bien, on a par exemple un témoignage de Francis Cirque, qui est un paysan des Vosges, et qui explique que lui, pour lui, la présence du loup est tout à fait normale. Il explique qu'il a vu, en tant qu'éleveur, en fait, un monde paysan devenir chef d'entreprise, exploitant agricole, sauf qu'en fait, il explique que on ne travaille pas la matière quand on est paysan, on travaille avec du vivant. Et travailler avec du vivant, c'est aussi être conscient que dans le vivant, eh bien, il y a la possibilité finalement de conflit. Mais on ne va pas reprocher aux vivants d'être et de s'adapter à des conditions qu'on a nous-mêmes créées, puisqu'on a modifié nos écosystèmes. On les a tellement travestis et transformés par rapport à un écosystème de base qui était sain et harmonieux. Ensuite, on va demander à tout autour de nous de s'adapter, sauf que c'est nous qui sommes complètement décalés de ce que la terre peut supporter et de ce que les animaux sont censés être et vivre, à savoir que les animaux sont pas censés être juste enfermés pour notre plaisir gustatif ensuite et pour finir dans notre assiette. C'est-à-dire que nous, on le fait en masse, alors qu'on pourrait tout à fait s'en passer. On a largement des protéines végétales, largement de quoi être en bonne santé sans manger de viande. Finalement, vu qu'on nous a facilité le travail et qu'on n'est plus face à l'impact de la mort d'un autre être pour manger, on va avoir plus de facilité à manger carné parce que quelqu'un d'autre fait le sale boulot, entre guillemets, de tuer, de prendre la vie d'un mammifère et de le laisser dans des conditions abominables. Et tout ça, c'est pas vu, mais toujours est-il que quand on va manger cet animal qui a souffert, beaucoup d'énergéticiens le disent, mais même Michel Odoul, qui est un très grand médecin à Paris, reconnu, qui a écrit ce livre « Dis-moi où tu as mal, je te dirai qu'est-ce qui se passe quoi, dans ton psychisme que tu t'as pas vu, dans ton inconscient ». Et il explique qu'il y a une charge émotionnelle qui nous est transmise à travers notre maltraitance envers les végétaux, les animaux. Et ça, finalement, c'est une forme de karma, quelque chose d'indigeste qu'on accumule en nous, en fait, ces souffrances pas vues, cette indifférence face aux autres êtres vivants. Donc voilà, le loup aussi nous renvoie à nos propres incohérences, à savoir aussi qu'il y a une partie de nous qui en veut complètement du loup. Le loup est un produit marketing par excellence. Si vous regardez, il n'y a jamais eu autant de publicité sur les loups, que ce soit pour vendre du parfum où on voit un loup à côté de Johnny Depp pour justement revendiquer ce côté sauvage, cette part instinctive et libre. On l'utilise aussi pour vendre des voitures et puis là, il est devenu la mascotte émotionnelle d'Intermarché où on retrouve le loup à table, à Noël avec des enfants, une clémentine, où il prend carrément la place du père. Il est au bout de la table, un peu comme un chef de meute. Donc là, ça ne nous dérange pas du tout de se faire des milliers d'euros sur le dos du loup.
Pendant qu'à côté, on autorise toujours plus de prélèvements, c'est comme ça qu'on appelle les abattages. Vous voyez, quand je vous parle d'abattement, de prélèvement, ça fait penser à l'impôt. Donc on a rendu aussi, dans le langage sémantique, technique, une manière de réguler la présence du loup. Mais qui on est, quoi? Qui on est pour faire ça? Alors qu'en France, le loup parle de à peu près 1000 loups, alors que dans le monde entier, ils sont à peu près 300 000. La plus grande réserve de loups serait en Sibérie, en Russie. On en retrouve aussi du côté de la Chine, en Mongolie, Kazakhstan, en Alaska, en Amérique du Nord, au Canada. Et dans l'Europe, dans les Balkans, là en Italie, je vous en parlais. Mais en France, on a vraiment un souci, quoi. La présence du loup est assez anecdotique et ça nous renvoie à des peurs complètement infondées. Donc là, avec la loi d'urgence agricole actuelle, il y a eu un assouplissement des tirs de défense autour des troupeaux de loups qui risque vraiment d'être critique pour les loups parce qu'on va finalement faciliter le braconnage, les tirs à tout va pour essayer de gommer des peurs et une détresse, une souffrance réelle de certains éleveurs qui sont confrontés à la prédation, mais qui cachent aussi derrière tout un modèle industriel de l'élevage et puis qui ne va pas régler le problème. Donc là, on est en train de faire une fixette en France sur ces loups, alors que, comme le disent les spécialistes, finalement les loups seront toujours là puisqu'ils ont une capacité de dispersion. Ils précisent bien sûr que la protection des troupeaux fonctionne, c'est démontré grâce aux caméras thermiques qui filment la nuit. Et le plus grand défi, ça va être au gouvernement de considérer par exemple que le bovin est une espèce à protéger. Parce que pour le moment, il n'y a pas d'argent à disposition pour aider les éleveurs de bovins à mieux protéger leurs troupeaux. On a des subventions pour les ovins, mais encore là, on ne va pas assez loin. Il n'y a pas assez de communication et d'essais qui sont faits pour mettre en place à la fois les systèmes de protection que sont les barrières, les ânes, les patous et aussi des surveillances de nuit. On surveille par exemple des musées la nuit avec des gardiens. Pourquoi on ne le ferait pas aussi pour les éleveurs, sachant qu'il y a du bénévolat qui se fait avec des surveillances de nuit. Et ça fonctionne très bien, ça permet aussi aux éleveurs de continuer de faire leur boulot. Eux, ils sont éleveurs, ils font leur fromage, ils font ce qu'ils ont à faire. Et puis, des surveillants sont là. Je pense pas que c'est un plaisir pour l'éleveur de se transformer en chasseur et de tirer un loup. Mais on le sait, si le système nerveux il se sent en hypervigilance, il se sent en danger menacé, ça peut aussi transformer des éleveurs dans cet instinct de protection à ne voir que ça, quoi, à ne voir que le problème du loup, alors qu'en fait, rien que des tirs d'effarouchement, c'est dissuasif et c'est prouvé en fait que les loups en général ne s'approchent pas de nouveau quand ils ont entendu des tirs. Et c'est ensuite, même vu que c'est un animal très social, le leader en fait de la meute va transmettre le message aussi au reste de la troupe. Donc ce que disent les spécialistes du loup, Marc Landry, qui est un super monsieur, d'ailleurs je trouve qu'il ressemble, il a tellement intégré la médecine du loup, je trouve qu'il ressemble vraiment. Au niveau du visage, même les cheveux, le côté homme sauvage, il y a un côté loup chez cet homme. Et lui, il dit que la coexistence, c'est vivre ensemble et accepter que vivre ensemble, ça passe aussi par des conflits. Et qu'il ne faut pas avoir peur du conflit. Et que le conflit, parfois, ça peut être la perte à la fois d'un ovin, d'un animal ou d'un veau. Tout comme, vraiment, en dernier moyen de recours, ça peut aussi être la perte d'un loup. Mais voilà, ça doit passer par une forme de négociation. Il explique vraiment que la solution, elle est politique. En revalorisant le pastoralisme, en fait, il va y avoir plus d'énergie et plus de moyens financiers pour la protection qui seront mis. Et autant que le loup a son rôle, si on se replace à la bonne place et qu'on revalorise ces petits éleveurs, ils auront plus de moyens aussi pour se protéger. Et ça fonctionne, on a des exemples. Donc finalement, ce que nous dit le loup, c'est que c'est pas le sauvage qui menace le plus notre monde. Non seulement le sauvage est bon pour la santé, on le voit au niveau des plantes comestibles, elles sont d'une richesse en micronutriments et ça on l'a complètement perdu dans notre alimentation aujourd'hui. Donc ça joue sur aussi nos corps épuisés, nos systèmes nerveux
complètement à plat et en incapacité à se régénérer avec une nourriture, avec des micronutriments biodisponibles qu'on peut vraiment assimiler. Et ce qui menace vraiment la vie actuellement, c'est notre incapacité à reconnaître les prédations que nous avons normalisées. Le but, c'est pas d'accuser, je m'inclus là-dedans en fait. C'est d'avoir le courage de regarder là où on en est, parce que de cette humilité, dans un monde de polarité, si aussi on laisse place à nos ombres, on peut aussi retrouver la grâce de la lumière en fait, transmuter nos ombres en lumière. Mais si on refuse d'aller les voir, eh bien l'ombre va quand même continuer de nous poursuivre quand vous marchez dans la rue. On peut pas échapper à son ombre. Donc autant être conscient qu'elle est là et en tirer le meilleur en fait, de toute cette part d'un monde émotionnel qui a besoin d'être entendu, d'un enfant intérieur qui a des messages sacrés pour nous, pour qu'on retrouve aussi cette part de notre âme qui a envie de faire le voyage, qui a envie d'exprimer le beau, le bien, le vrai, le juste. Voilà les amis, alors cet épisode passionnant au cœur des mystères du loup se termine. Je pense que s'il y avait un message ultime du loup aujourd'hui, c'est n'oubliez pas, chers frères humains, à qui vous appartenez vraiment. N'oubliez pas que vous appartenez à une meute plus vaste, que vous n'êtes pas qu'une meute d'humains, mais qu'il y a une meute du vivant, une meute de la terre, et puis aussi une vérité intemporelle qu'il n'y a pas de vie sans lien, il n'y a pas de vie sans respect des cycles, et notre liberté finalement, ça consiste pas à maîtriser, à contrôler et à prendre toujours plus à la terre, aux autres êtres vivants, mais vraiment à retrouver notre juste place, reliée à la puissance du sauvage, mais aussi à la lumière, à la conscience, à la source qui est en permanence infusée dans tout le vivant. C'est pas du sauvage brutal, mais c'est ce sauvage qui nous redonne cette force vitale, cette énergie brute, créative, aussi qui nous ouvre à plus vaste que nous pour recevoir aussi les forces du ciel, les forces du cosmos. C'est une humanité qui est encore capable d'écouter ses instincts sans les confondre avec ses pulsions. Une humanité qui connaît sa place dans ce grand cercle du vivant. C'est une humanité qui protège sans dominer, sans manipuler, qui va aussi être capable de cultiver sans s'approprier, sans posséder les autres et sans les maltraiter. Et une humanité qui habite la terre sans la prédater, mais en l'honorant comme une mère. Voilà les amis, c'était un épisode très riche. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie d'avance pour les partages, les likes qui permettent aussi à l'épisode d'être mieux référencé par l'algorithme. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.